Bonjour à tous et bienvenue sur Public Sénat. La meilleure réponse à ceux qui veulent abattre la démocratie, c'est le fonctionnement de nos institutions. Voici le message adressé hier soir par Gérard Larcher, président du Sénat, devant l'hémicycle, après un hommage aux victimes des attentats de vendredi dernier. Un message républicain immédiatement suivi des faits, puisque l'ordre du jour du Sénat a été maintenu. Les sénateurs ont donc adopté dans la nuit d'hier soir, à l'unanimité, une proposition de résolution sur la COP21. Tout de suite, direction votre séance. Madame la ministre, mes chers collègues, ce matin, nous nous sommes rassemblés très nombreux pour exprimer notre compassion, notre unité, notre détermination. La meilleure réponse à ceux qui veulent abattre la démocratie, c'est le fonctionnement de nos institutions. En siégeant ce soir, en débattant sur le rôle des territoires dans la réussite de la mise en œuvre des décisions que nous appelons de nos vœux pour la conférence sur le climat, nous le démontrons. Après quelques instants de recueillement, la séance est ouverte. Mes chers collègues, le compte-rendu intégral de la séance du 13 novembre a été publié sur le site internet du Sénat. Y a-t-il des observations? Je n'en vois pas. Le procès-verbal est donc adopté. L'ordre du jour appelle l'examen de la proposition de résolution visant à affirmer le rôle déterminant des territoires pour la réussite d'un accord mondial ambitieux sur le climat, présentée en application de l'article 34.1 de la Constitution par M. Jérôme Bignon et plusieurs de ses collègues. Dans le débat, la parole est à M. Jérôme Bignon, auteur de la proposition de résolution. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, nous sommes réunis ce soir, comme vient de le dire le Président Larcher, pour examiner la proposition de résolution visant à affirmer le rôle déterminant des territoires pour la réussite d'un accord mondial ambitieux sur le climat. Il était important de siéger ce soir et de permettre au Sénat de débattre de ce sujet. Il adoptera une position institutionnelle sur le fondement de l'article 34.1 de la Constitution concernant les négociations internationales sur le climat et la COP 21. Une résolution adoptée par le Sénat constitue un moyen fort, non pas comme une loi le fait pour créer une nouvelle règle de droit, mais bien plutôt pour exprimer une position motivée sur une question déterminée. Signataire de cette proposition de résolution, je suis le porte-parole de tous les signataires et tiens à souligner qu'elle est avant tout le résultat d'un travail collectif de réflexion et d'écriture au sein de notre groupe de travail sur le suivi des négociations internationales, groupe élargi il y a plusieurs mois à l'initiative du président du Sénat, Gérard Larcher, qui a accompagné et encouragé personnellement tous nos travaux. Ce texte est véritablement le reflet de la position de l'institution, sa rédaction participative puisant dans les contributions nombreuses et riches de toutes les instances du Sénat, commissions et délégations et de tous les groupes politiques. Chaque groupe d'ailleurs s'exprimera, chaque contributeur représentant sa commission ou sa délégation s'exprimera, ce qui me permettra d'être aussi bref que possible en ne vous dévoilant qu'en substance la teneur de la proposition. Avec ce texte, nous avons tout d'abord cherché à réaffirmer une position ambitieuse dans les négociations. Nous sommes aujourd'hui dans la dernière ligne droite. La pré-COP s'est tenue à Paris du 8 au 10 novembre et a été plutôt encourageante. Les discussions ont progressé, en particulier sur l'idée d'une réévaluation périodique des engagements, tous les 5 ans par exemple, comme un récent accord franco-chinois le propose et comme les États-Unis semblent l'accepter. Cette idée s'accompagne de la notion fondamentale de non-retour en arrière et donc d'une progression continue sur tous les engagements. Pour autant, à 2 semaines de l'ouverture de la COP, beaucoup de sujets restent ouverts.
Comment répartir les efforts des pays développés et des pays en développement? Quelles règles de suivi et de transparence appliquer? Comment inscrire un objectif de long terme pour l'adaptation? Faut-il mentionner l'objectif de limiter le réchauffement à 1,5 degré centigrade plutôt que 2 degrés, comme le souhaitent les pays les plus exposés, qui savent, eux, pertinemment que sur les 2 degrés en question, le premier degré vient déjà d'être atteint. Dans ce contexte incertain, cette résolution vise à réaffirmer avec force l'ambition qui doit être celle de la France. Il est important de ne pas perdre de vue l'objectif d'un accord contraignant, et cette question est liée à celle des mécanismes de mesure, rapport et vérification, dispositif appelé MRV, qui seuls permettront de garantir la bonne mise en œuvre de l'accord en toute transparence. Cet accord devra impérativement être universel, même si l'accord doit être équitable sur la base des responsabilités communes mais différenciées et respecter les capacités respectives de chaque État. Il faut que tous soient mobilisés face au défi global du changement climatique. L'accord devra enfin être financé, c'est là le nœud véritablement du problème. L'accord de Copenhague avait vu la création du Fonds vert pour le climat. Toute la question est désormais de l'abonder et de financer la lutte contre le changement climatique à hauteur des engagements pris. À ce sujet, il existe assurément des marges de manœuvre si, comme la résolution le préconise, les États suppriment progressivement les soutiens publics aux énergies fossiles, qui, je le rappelle, sont de l'ordre de 650 milliards de dollars. Desmond Tutu, réduire notre empreinte carbone n'est pas une simple nécessité environnementale, c'est le plus grand chantier de défense des droits de l'homme de notre époque. Face à cette situation, l'objet de la résolution que nous examinons aujourd'hui est d'affirmer pour nous, sénateurs de la République française, le rôle déterminant des territoires. L'article 24 de la Constitution nous confère ce rôle en stipulant que le Sénat assure la représentation des collectivités territoriales de la République, c'est-à-dire à la fois les territoires et les collectivités qui administrent ces territoires. Ce rôle est déterminant parce que les territoires sont en première ligne face aux effets du changement climatique. Ils sont un échelon fondamental pour la compréhension des phénomènes à l'œuvre. Ce sont des territoires dans leur grande diversité, qu'il s'agisse de villes, de villages, de zones littorales, de montagnes, qui se trouvent confrontés aux catastrophes naturelles, à la montée des eaux, aux inondations, à l'érosion des côtes ou encore à la pollution de l'air. L'évaluation des mesures d'adaptation à prendre viendra évidemment du terrain. Et les territoires ne sont pas qu'un échelon important dans la compréhension du phénomène ou seulement les victimes des changements climatiques, ils sont aussi et avant tout l'échelon pertinent pour y répondre. À ce titre, la situation des territoires ultramarins français est unique et particulièrement remarquable. Ils sont présents dans toutes les zones géographiques, climatiques et océanographiques. Ils illustrent la diversité des effets du changement climatique. La menace s'exerce déjà très concrètement dans ces territoires, avec une fréquence accrue des épisodes météorologiques extrêmes, l'élévation de la température et du niveau des océans, la raréfaction de la ressource en eau ou encore la prolifération des espèces invasives qui posent problème d'un point de vue sanitaire, mais également pour l'agriculture et la préservation de la biodiversité.
Ce stress climatique a conduit à une prise de conscience très rapide des collectivités et des acteurs locaux qui ont fait de nos Outre-mer aujourd'hui une véritable vitrine des réponses qu'on peut apporter à ces dérèglements. C'est ce que nous avons essayé de mettre en évidence, notre collègue Jacques Cornano et moi-même, dans un récent rapport pour la délégation à l'Outre-mer, élaboré dans le cadre du travail collectif évoqué au début de mon intervention. Les initiatives sont nombreuses, de la restauration des récifs coralliens et des mangroves au bon fonctionnement des océans, en assurant l'adaptation et la résilience des écosystèmes, en passant par la mise en place de nouveaux modèles agricoles ou le développement des énergies renouvelables. La résolution met donc en avant l'atout formidable des Outre-mer pour la France, à la fois caisse de résonance du changement climatique et laboratoire des politiques innovantes à mettre en œuvre non seulement chez nous, mais aussi plus largement pour les pays de la Caraïbe, des océans Indien ou Pacifique. Plus globalement, et c'est là le sens de cette résolution, les territoires et les collectivités qui les représentent sont et seront longtemps des acteurs décisifs de la lutte contre le changement climatique. La COP21 traduit à ce titre une prise de conscience. Contrairement aux précédents accords climatiques, l'accord de Paris consistera d'une part en un accord international rassemblant les engagements des États, d'autre part en un agenda des solutions s'appuyant sur les initiatives des territoires et devant servir de boîte à outils pour mener des politiques d'adaptation partout dans le monde. Le programme des Nations Unies pour l'environnement estime d'ailleurs que 70% des actions pour le climat doivent être menées à l'échelle locale, au plus près des citoyens. Alors que les négociations internationales ont parfois tendance à se ralentir ou s'enliser, les collectivités mettent déjà en place de nombreuses actions, tant d'atténuation que d'adaptation. Je pense aux nombreuses initiatives concernant la maîtrise de l'urbanisation, le développement des transports collectifs et des mobilités propres, la rénovation thermique des bâtiments, la gestion des déchets ou encore le développement des énergies renouvelables. Je pense aussi aux initiatives prises pour la lutte contre l'érosion et la défense du trait de côte. Les littoraux sont particulièrement emblématiques dans la lutte contre les dérèglements climatiques, entre la préservation de notre patrimoine et valorisation économique. Ils sont depuis des millions d'années le point nodal de la délicate rencontre de la terre et de la mer, et leur attractivité qui ne se dément pas nous oblige. Manifester notre ambition climatique pour les littoraux, c'est aussi préserver les océans, dont le rôle est évidemment déterminant dans les phénomènes climatiques. Les collectivités sont aussi en pointe en matière de coopération décentralisée en assurant des partenariats humains et financiers ainsi que des transferts de technologies et d'ingénierie locale. Enfin, je pense au rôle essentiel des territoires dans la sensibilisation aux enjeux du changement climatique. Les collectivités sont proches des habitants, elles sont les mieux à même de porter un discours concernant l'éducation et la pédagogie sur les enjeux climatiques et ainsi favoriser l'appropriation du sujet par tous les citoyens. Cette sensibilisation n'est pas seulement verticale, les collectivités sont aussi les mieux placées pour recueillir les idées innovantes, accompagner les initiatives des habitants et les faire remonter ou les diffuser. Voilà donc l'objet de la résolution que je vous propose en mon nom et en celui de tous les collègues signataires. Je vous propose évidemment de l'adopter. Le dérèglement climatique est certes mondial, mais les solutions sont et seront locales. Dans cette résolution, et pour conclure, nous formons donc le vœu que la France non seulement affirme et mette en avant les territoires, s'appuie sur eux pour la mise en œuvre des actions d'adaptation, de développement et de financement, mais plus largement, que la France soit véritablement porteuse, dans le cadre de cette 21e conférence des parties, d'un changement de modèle de développement pour ce siècle, libéré du carbone et respectueux de notre planète. Je vous remercie. Merci, Monsieur Bignon. La parole est à Hervé Maurey, président de la Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, je voudrais tout d'abord me féliciter que nous reprenions ce soir nos travaux, comme l'a souhaité le Président du Sénat, et que nous les reprenions en outre sur un thème qui concerne l'avenir de l'humanité. J'y vois un beau symbole après les événements tragiques que nous venons de vivre. Le débat qui nous réunit ce soir fait l'objet d'une procédure tout à fait exceptionnelle, puisqu'avant les interventions des représentants des différents groupes politiques, vont intervenir les représentants de 6 commissions et de 3 délégations. C'est tout à fait exceptionnel et cela tient au travail tout à fait exceptionnel qui a été mené depuis plus d'1 an à la demande du président du Sénat, Gérard Larcher, travail qui a mobilisé la quasi-totalité des structures de notre Haute Assemblée.
Le groupe de travail sur les négociations climatiques, tout d'abord, présidé par Jérôme Bignon, qui, à l'origine, était un groupe de travail interne à notre commission du développement durable et qui a ensuite été élargi à l'ensemble des commissions. La commission en charge du développement durable, qui, bien entendu, a procédé à de nombreuses auditions et à de nombreuses missions en France et à l'étranger, mais aussi les autres commissions, la commission des affaires étrangères, la commission de l'économie, la commission des affaires sociales, la commission des affaires européennes, et également 3 délégations, la délégation des droits des femmes, la délégation à l'outre-mer, dont Jérôme Bignon rappelait le travail important mené en commun avec la commission en charge du développement durable, et la délégation aux collectivités territoriales, dont je veux saluer l'important travail destiné à montrer l'impact des dérèglements climatiques sur nos territoires et le rôle de nos territoires dans cette lutte contre les dérèglements climatiques. S'ajoute à cela également le travail des groupes d'amitié, puisque les groupes d'amitié ont inclus à leur programme aussi bien d'accueil que de déplacement à l'étranger, un volet climat et un volet développement durable. Je ne serais pas complet si je n'évoquais pas non plus les colloques importants qui se sont tenus dans cette maison, et je pense notamment au colloque qui s'est tenu sur les religions et les dérèglements climatiques, qui a été un colloque très important. Et puis, dans quelques semaines à peine, dans cet hémicycle même, nous accueillerons, dans le cadre de l'Union interparlementaire, des représentants des parlements du monde entier qui adopteront une déclaration qui sera celle des parlements. Et cela montre bien cette volonté de notre Haute Assemblée de s'impliquer dans ce travail de la préparation de la COP. Et je crois que par ce travail, par cette mobilisation, le Sénat a fait la preuve de son implication sur le sujet et de sa volonté forte que nous arrivions tous ensemble à lutter contre les effets des dérèglements climatiques dont nous percevons déjà les effets dans un certain nombre de nos territoires. Et chacun sait que nous sommes ici les représentants de nos territoires. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. La parole est à Monsieur Jean-Claude Lenoir, président de la Commission des affaires économiques. Bien, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, la Commission des affaires économiques a travaillé également sur la proposition de résolution qui nous est soumise ce soir et a souhaité apporter une contribution. Je voudrais d'abord rappeler que, pour nous, il est absolument essentiel que le développement économique s'assoie sur à la fois l'efficacité économique, mais aussi sur la préservation de l'environnement. Position qui manque d'originalité, me direz-vous, mais qui guide néanmoins un certain nombre d'entreprises et même de citoyens de la société civile qui considèrent aujourd'hui que le prix de l'inaction serait évidemment plus élevé à terme que celui de l'action. Nous avons en commission retenu 2 idées forces que je veux vous soumettre ce soir. La première, c'est qu'il faut généraliser les mécanismes de tarification du carbone. Aujourd'hui, les entreprises le demandent. Elles demandent qu'il y ait un signal prix fort qui oriente les investissements vers des technologies économes en énergie et qui préservent notre planète. À cet égard, il faut souligner que l'ensemble des pays qui nous regardent ont besoin évidemment d'adopter aussi les mêmes mécanismes. Autrement, il y aurait déséquilibre et nous serons concurrencés par des pays qui seraient moins vertueux de par leur législation, et qui attireraient par des fuites de carbone des entreprises qui se délocaliseraient. La deuxième idée force, c'est que dans le mix énergétique qu'il faut promouvoir, il faut bien sûr porter l'accent sur les sources d'énergie qui ne produisent pas de gaz à effet de serre. Bien sûr, il y a le photovoltaïque, l'éolien, il y a la biomasse, mais il y a surtout le nucléaire. Je rappelle d'ailleurs que le GIEC, qui est le groupement intergouvernemental d'experts sur l'évolution des climats, range l'énergie nucléaire dans le catalogue des sources d'énergie non carbonées. À cet égard, la France dispose d'un avantage compétitif considérable qui fait que, après la Suède, nous sommes l'économie européenne qui est la moins carbonée et de loin devant l'Allemagne. Enfin, j'ajouterai que corrélativement, il faut évidemment supprimer toute aide, toute subvention
à des utilisations d'énergie fossile, puisqu'il serait évidemment absurde d'avoir des taxes carbone d'un côté, peu importe d'ailleurs le mécanisme, que ce soit taxe carbone ou bien marché d'échange de quotas. L'important, c'est de faire payer le prix réel que coûte l'utilisation abusive de sources d'énergie fortement carbonées. Telles sont les deux propositions qui vous sont faites, qui sont incluses dans la proposition de résolution. Je m'en réjouis beaucoup et je vous invite à l'adopter. Merci, Monsieur le Président. La parole est à Monsieur Cédric Perrin, au nom de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées. Monsieur le Président, Madame le Ministre, mes chers collègues, je salue la mobilisation du Sénat, de son groupe de travail pour la réussite de l'accord de Paris, de notre collègue Jérôme Bignon pour son engagement, qui est l'auteur de cette proposition de résolution. La mobilisation des territoires est essentielle pour la réussite de la négociation et pour la concrétisation des engagements qui seront pris. La mobilisation de tous est nécessaire et j'en profite également pour remercier Gérard Larcher, président du Sénat, pour ses initiatives en la matière. La Commission des Affaires étrangères et de la Défense s'est naturellement intéressée aux conséquences géopolitiques du dérèglement climatique. À travers un rapport que j'ai rédigé avec Laïla Aïchi et Eliane Giraud, au-delà de tout clivage partisan. Ces conséquences géopolitiques tiennent en premier lieu aux impacts de la montée du niveau de la mer. En 2035, 75% des habitants de la planète vivront en zone côtière. En l'absence de mesures d'adaptation, les dommages aux biens pourraient atteindre 1 000 milliards de dollars par an et de nombreuses métropoles de pays pauvres, émergents ou industrialisés sont confrontées à ce danger. Les frontières maritimes pourraient être remises en cause et c'est aussi un enjeu important pour la France qui vient d'agrandir sa zone économique exclusive, la deuxième mondiale, avec 11,5 millions de kilomètres carrés. La question des déplacés environnementaux ne pourra pas être longuement éludée. Il pourrait atteindre 200 millions d'ici 2050. Le changement climatique ne constitue pas à lui seul une menace géopolitique, mais il est un multiplicateur de menaces là où les gouvernements sont faibles, en proie à des tensions internes ou déjà confrontés à une pénurie de ressources. En second lieu, nous avons examiné la situation de l'Arctique. Le réchauffement climatique pourrait modifier les routes du commerce maritime mondial. Or, 95% des échanges commerciaux internationaux se font par la voie maritime. Les activités de pêche, d'agriculture, d'extraction des matières premières subiront dans le Grand Nord l'impact du changement climatique. Les pays asiatiques se positionnent pour tirer parti de ces évolutions, agissant là encore comme multiplicateurs de menaces. Le réchauffement pourrait amplifier les tensions existant avec la Russie, qui revendique une large part du territoire arctique jusqu'au pôle Nord. Sur l'ensemble de ces sujets, il existe toutefois aussi des raisons d'espérer, puisque la lutte contre le changement climatique fournit l'occasion d'une plus grande solidarité internationale. La France a tardé à prendre en compte ces phénomènes dans sa réflexion stratégique, alors que les États-Unis y travaillent depuis plus d'une décennie. Le prochain livre blanc sur la défense et la sécurité nationale devra intégrer les évolutions stratégiques inhérentes au dérèglement climatique. La prise de conscience des enjeux se poursuit progressivement, à l'échelle internationale, du moins dans l'analyse, sinon dans les actes. Sans sombrer dans un catastrophisme anxiogène, nous avons le devoir d'expliquer à nos concitoyens la réalité des impacts possibles du dérèglement climatique. Anticiper, informer, planifier, telles sont nos missions. Parvenir à un accord à Paris est essentiel, mais nous devrons rester pleinement mobilisés ensuite. À tous les niveaux, pour imaginer des solutions nouvelles, mettre en place des modalités de coopération inédites, afin de limiter les impacts de mutations devenues inéluctables, sinon dans leur ampleur, du moins dans leurs principes. Merci. Merci, M. Perrin. La parole est à Mme Marie-Christine Blandin, au nom de la Commission de la Culture, de l'Éducation et de la Communication. C'est la jeunesse, c'est la culture que l'on a frappée. Alors, que serait la COP 21 ? Que serait la transition à construire ensemble sans la culture, sans la recherche, sans l'éducation, sans les médias, toute compétence de notre commission. Je remercie
M. Bignon et la présidente Morin-Desailly et les membres de notre commission de me permettre cette brève intervention. Claude Lévi-Strauss, Edgar Morin nous interrogent sur notre façon d'habiter la Terre. Anticiper et gérer les difficultés du réchauffement climatique, c'est d'abord partir des faits avérés, loin des rumeurs, loin des négations ou des exagérations. Nous devons désintriquer les savoirs et les croyances. L'Académie des sciences vient par 78 voix contre 9 de dire l'urgence d'agir et de reconnaître la nécessité de réduire les gaz à effet de serre d'origine anthropique. Tous nos organismes de recherche sont de longue date au travail, mais la complexité des phénomènes imbriqués, le besoin d'évaluer les capacités de résilience des territoires et la demande inédite des gouvernements d'avoir de l'aide à la décision ont changé les méthodes. Plus de transdisciplinarité, le CNES et l'IRD travaillent ensemble, plus de modélisation, l'INRIA que nous avons reçu au Sénat, plus de collaboration dans le temps, c'est le GIEC. Et le retour de l'apport du muséum pour trouver, aux côtés des innovations, des symbioses peu coûteuses avec les écosystèmes, comme la prévention des inondations ou le stockage naturel du carbone dans les sols, pour peu qu'ils soient riches de vie. L'éducation est une clé déterminante des connaissances mais aussi des compétences, l'éveil à l'environnement, l'apprentissage de l'altérité et de la coopération, car nous ne voulons pas voir nos enfants se battre pour le dernier litre de pétrole ou d'eau potable. Je n'oublie pas la formation professionnelle et agricole. Il nous faut des artisans et des ingénieurs de la sobriété, du recyclage et de l'éco-conception. Les tableaux des musées comme les photographies des archives nous montrent la biodiversité et les fumées d'usines d'hier. Le patrimoine se dégrade sous les rejets atmosphériques, mais les bibliothèques, lieux collectifs éclairés et chauffés, nous donnent la voie du plaisir avec moins de pollution. Les médias font davantage de pédagogie scientifique et le pluralisme a minoré la place des climato-sceptiques. Au-delà des droits culturels, je terminerai par un ressort cher à notre commission et aux collectivités, le partage de la culture scientifique, quelle que soit l'urgence, quelles que soient les catastrophes. Aucune solution, fût-elle internationale, ne sera durable si elle est parachutée autoritairement. C'est de conscience collective dont nous avons besoin pour que chacun devienne usager responsable, consommateur sobre, inventeur ingénieux et citoyen ou citoyenne solidaire. Et cela, c'est impossible sans la culture. Merci. La parole est à Monsieur Yvon Collin, vice-président de la Commission des finances. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, je viens vous présenter ici les travaux menés au nom de notre Commission des finances par Fabienne Keller et moi-même en tant que rapporteurs spéciaux de la mission Aide publique au développement sur les financements qu'accorde la France aux pays les moins avancés en matière de lutte contre le changement climatique. La France, c'est vrai, Madame la Ministre, accorde une certaine place au changement climatique dans sa politique de développement qui s'illustre notamment dans les objectifs quantitatifs qui ont été fixés par l'Agence française de développement. Je les rappelle, au moins la moitié de l'activité de l'Agence dans les pays en développement doit avoir des co-bénéfices climat. Aussi, nous avons choisi de centrer nos travaux sur les pays les moins avancés, les PMA, car la lutte contre le changement climatique est souvent abordée sous l'angle des pays industrialisés ou des grands émergents. Certes, les PMA ne sont pas des émetteurs importants, mais il est fondamental qu'ils adoptent, et ce, dès aujourd'hui, une stratégie de croissance bas carbone. D'autre part, ces pays seront plus durement touchés que les autres du fait de leur position géographique et de leur plus grande dépendance aux ressources naturelles et d'une faible capacité à s'adapter aux évolutions climatiques. Les entretiens que nous avons pu avoir sur ce sujet au Sénégal ou en RDC
comme à Paris, ont permis de mieux cerner les besoins des PMA, sans le soutien desquels, j'insiste, Madame la Ministre, sur ce point, la COP21 ne pourra pas être un succès. Les PMA attendent que les pays développés s'engagent à diminuer leurs émissions afin que les effets qu'ils subissent soient moins importants. Ils souhaitent que les financements soient mis sur la table et enfin que l'adaptation au changement climatique ne soit pas oubliée. Les chiffres de financement climat de la France montrent cependant que cette politique n'est pas assez adaptée aux PMA. Les financements en matière d'adaptation ne représentent qu'à peine de 200 millions d'euros par an en moyenne, soit à peine 10% du total. Les PMA ne bénéficient que de 9% environ de notre financement climat, vous le savez très bien, Madame la Ministre. C'est pourquoi nous proposons de compléter les objectifs que s'est fixé la France en matière de financement climat en prévoyant un double objectif. D'une part, un objectif d'aide destiné aux PMA, d'autre part, un objectif de financement en matière d'adaptation aux conséquences du changement climatique. Il semble raisonnable de fixer chacun de ces objectifs à 20% à l'horizon 2020. Il est également nécessaire que la France fasse son possible, notamment dans le cadre de la COP21, pour que ses partenaires des pays industrialisés contribuent au fonds vert pour le climat et que l'objectif d'accorder 100 milliards de dollars par an à l'horizon 2020 soit atteint. Enfin, étant donné le contexte budgétaire et économique, nous proposons de recourir au financement innovant. Les secteurs des transports aériens et maritimes, qui représentent à eux deux plus de 5% des émissions de gaz à effet de serre, pourraient être mis à contribution de façon importante. Je sais que ce n'est pas facile. En conclusion, nous félicitons donc que ce texte de proposition de résolution accorde une place particulière au PMA, au financement innovant, et formulons le vœu que la COP21 puisse être l'occasion d'adresser un véritable signal à ces pays qui sont en première ligne face au changement climatique. Je vous remercie de votre grande attention. Merci, Monsieur Collin. La parole est à Monsieur Jean Bizet, président de la Commission des Affaires européennes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, le Sénat s'est résolument engagé dans un travail de réflexion et de proposition sur le dérèglement climatique. Le fait que Paris accueille très bientôt la conférence internationale sur le climat justifiait bien cette implication. Mais au-delà, comme parlementaires, élus locaux et citoyens, nous devions être au rendez-vous d'une échéance décisive pour la planète comme pour nos territoires. La Commission des Affaires européennes s'en est elle-même mobilisée. Deux de nos collègues, Mme Fabienne Keller et Jean-Yves Lecomte, ont analysé et évalué devant notre Commission la demande de l'Union européenne depuis la COP20 de Lima en décembre dernier, le prochain rendez-vous de Paris. À leur invitation, notre Commission a concentré ses conclusions sur un certain nombre de sujets qui seront au cœur d'un prochain accord. Je n'en mentionnerai ici que quelques-uns. Nous saluons en premier lieu le haut niveau d'exigence que l'Union européenne a imprimé à son action et à celle de ses États membres. En témoignent ces deux stratégies sur l'énergie et le climat de 2008 et 2014. Cela fait d'elle aujourd'hui une actrice exemplaire et exigeante sur le chemin de la réduction de ses émissions. Le système de quotas d'émissions qu'elle a mis en place en est une bonne illustration. Elle porte aussi, avec une audace réaliste, des ambitions fortes dans le domaine des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique. J'ajoute que dès aujourd'hui et sans attendre 2020, le fonds Juncker valorise les investissements vers le secteur industriel bas carbone. Les fonds structurels européens, quant à eux, sur la période 2014-2020, y consacreront quelques 45 milliards d'euros sur 7 ans. Nous avons souligné la nécessité de définir un prix du carbone grâce, entre autres, à un mécanisme européen de marché réformé. Ce point figure opportunément dans le projet final. Il est fondamental. Il est d'autres exigences non moins importantes sur lesquelles les négociateurs de l'Union auront à convaincre lors de cette conférence. Ainsi, du besoin d'intégrer au plus tôt les carburants aéronautiques et maritimes dans les secteurs qui devront réduire leurs émissions. Notre Commission estime par ailleurs que les acteurs financiers, qu'ils soient publics ou privés, devront orienter leurs prêts et leurs investissements vers une industrie sobre en carbone. Ils devraient se dégager provisoirement du soutien aux énergies fossiles. La proposition de résolution
dont nous débattons fait aussi une large part au rôle essentiel des collectivités territoriales et des municipalités. Beaucoup d'entre elles, en Europe et ailleurs, multiplient déjà l'initiative concrète contre le dérèglement climatique, quel que soit le résultat de Paris dans quelques semaines, et pour atteindre les objectifs d'un futur accord, c'est d'elles que naîtront les comportements collectifs envers l'environnement, et c'est à elles qu'il reviendra de mobiliser toujours plus le concours quotidien de chacun. Voilà, Madame la Ministre, je ne peux que saluer l'initiative de notre collègue Jérôme Bignon et nous invite à prendre toutes les dimensions de cette résolution. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. La parole est à Madame Chantal Jouanneau, présidente de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, mes chers collègues, c'est un triste hasard qui fait que nous ayons ce débat sur le climat juste après avoir été réunis au Congrès pour évoquer la guerre contre le terrorisme. Or, il y a un point commun à ces deux sujets, c'est que les terroristes ont aujourd'hui pour première cible les femmes à travers le monde et que les dérèglements climatiques vont créer comme première victime des femmes. C'est un point que nous avons particulièrement analysé dans le cadre des tables rondes que nous avons organisées à la délégation aux droits des femmes pour contribuer au projet de résolution. Je vous invite à lire le rapport si vous ne l'avez pas déjà fait, et qui montre que les femmes vont être les premières victimes des dérèglements climatiques. Elles sont d'ores et déjà l'essentiel de la pauvreté à travers le monde. 70% des personnes qui vivent avec moins de 1 $ par jour dans le monde sont des femmes. Or, dès lors qu'elles travaillent dans des secteurs qui vont être les plus touchés par les dérèglements climatiques, et notamment elles sont les agricultrices, 70% des agriculteurs en Afrique sont des femmes, elles vont être demain les plus touchées. Ce sont elles aussi qui s'occupent des corvées d'eau. Or, vous savez qu'avec les dérèglements climatiques, non seulement les rendements agricoles vont baisser de l'ordre de 25%, alors qu'il faudrait les augmenter de 60%, mais les distances pour aller chercher de l'eau vont être plus grandes. Ce sera moins de jeunes filles scolarisées dans ces pays. C'est un point que nous souhaitons tout particulièrement mettre en avant dans la résolution, et je remercie Jérôme Bignon de l'avoir pris en compte. Le deuxième point que nous avons mis en avant, c'est que les femmes peuvent être aussi des actrices pour trouver des solutions concrètes à la lutte contre les changements climatiques parce qu'elles sont dans ces tâches quotidiennes. Ce sont elles, par exemple, qui ont trouvé comment remplacer le bois de cuisson par des fours solaires pour limiter justement la déforestation et les émissions de gaz à effet de serre. Or, les femmes sont rarement présentes dans les négociations climatiques. Elles représentent moins de 30% des délégations des négociateurs. Elles sont rarement destinataires des fonds publics pour lutter contre les dérèglements climatiques. Moins de 19% des financements vont à des projets portés par des femmes. Et ça aussi, c'est un point que nous souhaitions mettre en avant dans cette résolution. Les femmes doivent être prises en compte dans l'agenda des solutions, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, ce qui est un point qui fait polémique, je vous le rappelle, dans le cadre de la négociation. L'autonomisation des femmes n'est pas reconnue comme telle dans le cadre de la négociation. Elles doivent être aussi reconnues comme actrices de la négociation internationale. Et donc, je voulais tout particulièrement remercier Jérôme d'avoir accepté que dans notre projet de résolution, ces 3 points soient mis en avant. Les femmes victimes, les femmes actrices, les femmes partenaires des négociations et les femmes destinataires des fonds publics dans le cadre de la lutte contre les dérèglements climatiques. Je vous remercie. Merci, Madame Jouanneau. La parole est à Monsieur Jean-Marie Bockel, président de la délégation sénatoriale aux collectivités territoriales et à la décentralisation. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, si les enjeux climatiques et énergétiques se jouent à toutes les échelles, mondiales, européennes, nationales, nous avons pleinement conscience du rôle de plus en plus important joué par nos territoires. Nouvelles formes urbaines, transport, habitat, déchets, économie d'énergie et énergie décentralisée, économie locale et circulaire, biodiversité, de manière générale, innovation, sont autant de domaines de compétences sur lesquels les collectivités territoriales peuvent agir de manière globale, transversale et interactive. La question climatique impose une mobilisation de tous, collectivités, entreprises, associations, mais aussi l'ensemble des habitants. Plaque pivot entre les politiques publiques et les comportements personnels,
Cette dimension territoriale que nous incarnons doit donc être considérée comme fondatrice dans la lutte contre les dérèglements climatiques. C'est dans ce contexte que la délégation aux collectivités territoriales a souhaité mettre en lumière le rôle déterminant joué d'ores et déjà, et depuis longtemps, par les territoires dans la perspective de la COP21 et témoigner de la diversité des initiatives de nos collectivités. Le rapport d'information « Les collectivités territoriales s'engagent pour le climat », publié la semaine dernière par la délégation, se présente comme un recueil de bonnes pratiques dont pourra s'inspirer toute collectivité désireuse de s'engager davantage encore dans cette lutte avec les moyens dont elle dispose, qu'il s'agisse d'une grande métropole, d'une petite commune, d'un département, d'une région. À travers le tour de France de nos 7 rapporteurs et leurs auditions, c'est un pays résolument dynamique et tourné vers l'avenir qui se révèle. Les collectivités territoriales sont véritablement engagées et à la pointe de la lutte contre le changement climatique, en tout cas beaucoup d'entre elles. Elles s'appuient sur leurs compétences très diverses, elles lancent partout des initiatives, expérimentent des solutions, prennent aussi le risque d'échec et engrangent des réussites. Oui, en dépit des difficultés économiques et financières auxquelles nous sommes confrontés, nos élus locaux préparent l'avenir, un avenir plus sobre, plus soutenable. Ils créent des conditions du développement aussi des emplois locaux de demain. Car oui, raisonner climat pour un territoire n'est pas une contrainte insurmontable et désespérée. Au contraire, c'est une chance de penser le territoire de demain. Il fallait le dire et le démontrer. C'est ce que nous avons essayé de faire. La France pourra ainsi se prévaloir lors de la conférence COP21 du puissant facteur de crédibilité que lui apporte l'action de ces collectivités territoriales. Leur réussite montre l'existence d'une volonté nationale d'avancer. Pour être crédibles, nous devons être exemplaires. Grâce à nos collectivités, nous le sommes davantage. De plus, le succès des engagements que les États pourront souscrire en décembre prochain, et nous l'espérons tous, dépendra très largement de la capacité des collectivités à les mettre en œuvre. Sans la mobilisation des acteurs privilégiés de la transition énergétique que sont nos collectivités, l'accord de Paris risque de rester lettre morte. La proposition de résolution traduit parfaitement ces constats et ces objectifs. Du croisement de ce beau texte avec les analyses de notre délégation, mais aussi des autres travaux qui viennent d'être évoqués à l'instant de nos délégations et commissions, surgira, nous l'espérons, une puissante incitation parlementaire à ce que la négociation aboutisse à des résultats qui affermissent l'avenir. Merci, Monsieur le Président. La parole est à Monsieur Michel Magras, président de la délégation sénatoriale à l'Outre-mer. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, aux avant-postes du défi climatique en termes de vulnérabilité comme de solutions à inscrire à l'agenda, nos Outre-mer sont au cœur du débat d'aujourd'hui. Ils éprouvent en effet très concrètement et depuis longtemps déjà, souvent violemment, les effets du dérèglement climatique. Nous en avons eu encore une illustration il y a 10 jours à la Martinique. Je saisis l'occasion qui m'est donnée pour dire à nos compatriotes martiniquais notre solidarité. Situés dans des zones de la planète parmi les plus exposées aux risques climatiques, les territoires ultramarins ont été très tôt sensibilisés aux enjeux. Il faut dire que les principaux secteurs d'activité de leurs économies, agriculture, pêche, tourisme, sont particulièrement vulnérables et au cœur des problématiques environnementales. Nous avons pu le constater le 30 septembre dernier lors du colloque organisé par la délégation à l'Outre-mer intitulé « Une bannière verte et bleue pour un renouveau du tourisme dans les Outre-mer ». La prise de conscience dans les Outre-mer émanant tant des autorités territoriales que des acteurs économiques ou de la société civile a conduit à rechercher activement des solutions d'atténuation et d'adaptation qui se déclinent dans de nombreux domaines. De multiples réalisations territoriales sont ainsi présentées dans le rapport d'information publié au nom du groupe de travail commun à notre délégation à la Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, dont nos collègues Jérôme Bignon et Jacques Ornano ont été les excellents rapporteurs. Je les félicite et les remercie. Leur rapport est une riche vitrine illustrant le potentiel effectif d'innovation de nos Outre-mer. Qu'il s'agisse de la gestion de la ressource en eau, de la mise au point de modèles agricoles robustes, résilients, de la promotion d'une grande diversité d'énergies renouvelables, de l'élaboration de procédures de prévention des risques naturels ou encore du développement de politiques de sensibilisation et d'éducation du public, notamment vers les jeunes, les territoires ultramarins s'emploient à définir des solutions vertueuses et souvent innovantes. Un précédent rapport du même groupe de travail avait souligné combien les patrimoines naturels, singulièrement les biodiversités de nos Outre-mer, étaient exceptionnels, leur vulnérabilité appelant des réponses urgentes pour protéger des trésors qui jouent un rôle actif dans la lutte contre les effets du réchauffement climatique.
Je pense par exemple aux coraux qui sont à la fois les pouponnières de la diversité marine et dont les récifs constituent une barrière de protection contre les déferlements marins pour les rivages de très nombreuses îles. L'approche maritime apparaît majeure dans la problématique climatique et ce sont bien nos outre-mer qui confèrent sa dimension planétaire à notre pays, qui le situe au 2e rang mondial par sa superficie maritime et qui assure sa présence sur tous les océans et sous toutes les latitudes. La France occupe ainsi une place unique en son genre et tout à fait privilégiée pour observer les évolutions du climat, en mesurer l'impact, expérimenter des stratégies d'atténuation et d'adaptation dans de multiples domaines. Je me félicite que la proposition de résolution que nous examinons aujourd'hui mette l'accent sur cette originalité de notre pays et en attribue le mérite à nos outre-mer tout en soulignant leur rôle de laboratoire pour la définition de solutions innovantes. Il me semble toutefois nécessaire de compléter ce constat en faisant valoir que cette singularité confère à notre pays une responsabilité supérieure dans l'élaboration et la promotion d'un agenda des solutions à l'échelle internationale en direction des pays du Sud tout particulièrement. Or, bien souvent, à l'interface entre pays du Nord et pays du Sud dans leurs bassins océaniques respectifs, nos outre-mer peuvent être des agents d'une meilleure diffusion de la réflexion climatique pour favoriser la promotion de modèles de développement effectivement durables. Je m'associe pour terminer aux remerciements qui ont été adressés à l'auteur du projet de résolution, Jérôme Bignon, et au président du Sénat pour cette belle initiative. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. La parole est maintenant à Madame Evelyne Didier pour le groupe CRC. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, dans quelques jours à Paris, la communauté internationale aura la responsabilité historique de trouver un accord universel et contraignant permettant de lutter contre le dérèglement climatique. Le diagnostic est connu et partagé. Au-delà d'une hausse de 2 degrés, voire 1,5 degré, les conséquences pour les hommes et les différentes formes de vie seront ingérables et souvent irréversibles. La crainte est que tout cela nous échappe. Sécheresse, inondations, disparition de pans entiers du territoire vont impacter directement la sécurité alimentaire et sans doute mettre la paix en péril. Ces menaces peuvent apparaître lointaines, mais ce n'est qu'une illusion. Les premiers réfugiés climatiques, les inondations au Bangladesh et dans le delta du Nil, la submersion d'archipels, la sécheresse de la bande sahélienne en Afrique de l'Ouest en témoignent, pour ne citer que ces quelques exemples. En France, les questions liées au dérèglement climatique se posent déjà. Ainsi, par exemple, l'ONF, qui doit gérer la plantation des arbres, est confrontée aux incertitudes liées à la capacité des essences à s'adapter au stress hydrique. Et notre collègue Michel Malgras vient de rappeler que les territoires ultramarins sont les premiers concernés. Ajoutons qu'en 30 ans, la consommation mondiale de ressources naturelles a augmenté de 50%. Nous vivons à crédit et le temps presse. En fait, la crise climatique est un facteur aggravant de toutes les autres crises. Si l'on ne peut préjuger aujourd'hui du contenu de l'accord final de Paris, le bilan du programme des Nations unies pour l'environnement ne conduit pas à être très optimiste. Il considère que les contributions présentées par les 146 pays pour endiguer leurs émissions de gaz à effet de serre ne sont pas suffisantes. Elles conduiraient à une hausse de température entre 3 et 3,5 à l'horizon 2100. Et la récente déclaration des États-Unis peut ajouter à l'inquiétude. C'est dans ce contexte que le Sénat, à travers le groupe de travail relatif aux négociations internationales sur le climat et l'environnement, sous l'impulsion du président Larcher, en collaboration avec les différentes commissions, a senti l'importance d'écrire un texte commun. Cela ne veut pas dire qu'il n'existe pas de divergence dans l'analyse sur les causes et les solutions pour répondre aux défis du dérèglement climatique. Mais cela signifie que nous avons en tout cas tous conscience de l'enjeu. En adoptant un texte de manière unanime, notre Assemblée fera entendre sa voix et celle des territoires qu'elle incarne et qui ont longtemps été écartés des sommets climatiques. En effet, et c'est une nouveauté, les travaux préparatoires à l'accord de Paris ont associé plus largement l'ensemble des acteurs, la société civile, les associations, les ONG, les collectivités territoriales. Il le fallait parce que les territoires et les collectivités sont déjà et seront à l'avenir confrontés directement au dérèglement climatique. Depuis 20 ans, les collectivités territoriales revendiquaient une place dans les différents sommets climatiques. Elles ont toute légitimité à être associées étroitement aux négociations
Ainsi, lors du sommet climat et territoire à Lyon, des propositions ont été faites et une déclaration commune adoptée. L'expérience et l'expertise locale sont précieuses pour construire des solutions d'avenir, consolider et partager les projets engagés. Il en est de même de l'agenda des solutions qui regroupe les propositions, les initiatives, les engagements, construits également en lien avec les collectivités locales, les ONG et les entreprises. Par ailleurs, il est important d'affirmer que les citoyens doivent pouvoir s'approprier les questions climatiques, être des acteurs du débat et faire jouer à plein l'exercice démocratique. Et c'est dans ce sens que nous avons proposé la prise en compte des savoirs locaux et autochtones qui sont la base d'un développement durable localement adapté. Cependant, il faut bien dire que la question de la gouvernance et du financement de ces sommets étatiques est posée et vient en partie contredire l'effort démocratique. En effet, l'influence des lobbies sur les décisions politiques est un problème. La pérennité des subventions aux énergies fossiles l'illustre. Elle est symptomatique de la divergence et du déséquilibre entre les intérêts économiques et les intérêts sociaux et environnementaux. Je le redis à nouveau, l'intérêt général ne peut pas être confondu avec l'intérêt des entreprises transnationales. Pour aller vers une économie bas carbone, il faudra supprimer les subventions à la production et à la consommation des énergies fossiles. Le FMI a d'ailleurs considéré que ces 4,74 000 milliards d'euros de subventions qui profitent essentiellement aux pays riches dépassent l'ensemble des dépenses liées à la santé publique de tous les pays du monde. C'est l'un des points auxquels nous tenions et qui a été intégré dans le texte de la résolution. Les États devront également porter des engagements clairs sur leur renoncement à exploiter des énergies fossiles non conventionnelles comme le gaz obtenu par fracturation hydraulique ou les forages offshore. D'autant plus qu'avec la fonte de la banquise, de nouvelles réserves d'énergie fossile vont être disponibles. Cela va nécessiter de dépasser des intérêts géopolitiques divergents pour être en cohérence avec l'objectif de baisse des émissions de gaz à effet de serre. Ensuite, la proposition de résolution fait mention de la généralisation de systèmes de définition d'un prix du carbone. Si nous sommes d'accord sur la nécessité d'intégrer dans les prix les externalités négatives, nous redisons qu'un prix du carbone ne doit pas conduire à établir forcément des marchés carbone dans tous les pays, et encore moins un marché carbone unique. Ces marchés d'échange de droits à polluer ont jusqu'ici surtout prouvé leur inefficacité. Prix du carbone ne veut pas dire nécessairement marché carbone. On peut d'ailleurs parler de taxe carbone. Sinon, cela revient à dire que seul ce qui est marchand a de la valeur, et nous ne pouvons nous y résoudre, nous le refuserons toujours. La même logique marchande sous-tend d'ailleurs les programmes RED et RED+ de l'ONU. Ils instaurent des crédits carbone pour les entreprises en échange d'une politique de reforestation. Et dans ce système, peu importe qu'il s'agisse de palmiers ou de sapins, en lieu et place de forêts riches en biodiversité, ce n'est pas ainsi que nous y arriverons. L'eau, la terre, l'air constituent au contraire un patrimoine commun inaliénable. Il est donc urgent de sanctuariser ces biens communs de cette planète. Un défi s'impose aux États. Il réside dans la nécessité de trouver des alternatives aux énergies fossiles. Pour cela, l'effort de recherche doit être regardé comme indispensable et pris en compte dans les budgets des États. C'est en redonnant des moyens conséquents à la recherche que l'on pourra espérer faire sauter des verrous technologiques et changer de paradigme. Mais aujourd'hui, principal enjeu de la COP21 réside évidemment dans la mobilisation des financements. D'une part, la réussite de cette entreprise dépendra de la capacité des États à changer d'échelle dans la mobilisation des moyens financiers. Nous sommes loin des 1 000 milliards de dollars nécessaires d'ici 2020, conformément aux engagements pris à Copenhague. Pourtant, les sources de financement existent. La taxation des transactions financières, la lutte contre l'optimisation fiscale ou la fraude fiscale, qui font perdre des milliards d'euros de recettes aux États. Parce que, tout simplement, des entreprises, des personnes ont décidé qu'ils ne respecteraient pas les règles du jeu de la société. Il faut donc changer d'échelle. D'autre part, les pays les plus riches doivent augmenter la part des financements dédiés aux politiques d'adaptation des pays les plus vulnérables. L'atténuation et l'adaptation sont complémentaires, il faut les rééquilibrer. Or, aujourd'hui, 91% des fonds verts bénéficient d'abord aux politiques d'atténuation. Enfin, et c'est un point crucial, les dérèglements climatiques renforcent les inégalités et la pauvreté. Ce sont deux fléaux contre lesquels nous devons lutter de front. Selon un rapport de la Banque mondiale publié la semaine dernière, 100 millions de personnes pourraient basculer dans l'extrême pauvreté dans les 15 prochaines années. 15 prochaines années, c'est demain, si aucune action n'est prise pour freiner le changement climatique.
L'impact serait particulièrement fort sur le continent africain, où le dérèglement du climat pourrait entraîner une flambée des prix alimentaires. L'Asie du Sud-Est serait elle aussi en première ligne. La planète a des ressources limitées. Il faut donc se poser la question du partage de ces ressources et, d'une manière plus générale, du partage des richesses produites. La proposition de résolution soutient le principe d'une responsabilité partagée mais différenciée. Les pays les plus riches doivent aider les pays les plus vulnérables. L'accès à l'énergie pour tous les peuples est à ce titre essentiel parce que c'est un facteur de développement humain. Les économies des pays développés ont surexploité les ressources au détriment de la planète et des hommes. Elles ont la responsabilité de réparer en tenant compte des risques et des vulnérabilités et en assurant l'accès des populations, notamment à l'eau, à l'alimentation et à la terre. Cela passe par la mise en œuvre de systèmes alimentaires résilients et durables. La proposition de résolution appelle la mise en place d'un nouveau modèle de développement respectueux de la planète. Nous pensons pour notre part que ce nouveau modèle, que nous appelons de nos vœux, est incompatible avec le modèle capitaliste et les politiques d'austérité. Mettre en œuvre une politique climatique sérieuse, c'est rompre avec les deux. En effet, nous disons, et nous ne sommes pas les seuls à le dire, que le capitalisme qui exploite les ressources et les hommes pour la satisfaction de 1% des humains les plus fortunés de la planète est la cause de tous les dérèglements constatés, notamment du dérèglement climatique. Ces 1% agissent comme des super-prédateurs en dehors de toute règle. Aujourd'hui, l'austérité s'attaque à tout ce qui favorise le bien-être humain, la santé, l'art, la culture, l'éducation. Rappelons-nous que la politique ne devrait avoir qu'un seul objectif, le bien commun des peuples. Aucun autre objectif ne peut lui être supérieur. Cette proposition de résolution a été cosignée par tous ceux qui ont participé à sa rédaction. Il faut saluer ici le travail de Jérôme Bignon, le rapporteur, président du groupe relatif aux négociations internationales sur le climat et l'environnement, qui a eu à cœur, à ce titre, de créer le consensus. Ce texte porte des exigences fortes concernant l'accord. Il s'appuie sur des considérants qui mettent en lumière l'importance accordée à la préservation de la planète, en rappelant des combats fondamentaux comme la lutte pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Et Chantal Joanneau a bien dit ce qu'il fallait dire sur la question spécifique des femmes. La COP21 n'est qu'une étape, mais c'est une étape cruciale. Oui, l'humanité est aujourd'hui confrontée à un formidable défi. C'est pourquoi nous devons nous engager dès maintenant et devenir des bâtisseurs d'avenir. C'est la raison pour laquelle nous émettrons un avis favorable à l'adoption de cette résolution. Merci, Madame Didier. La parole est à Madame Françoise Laborde pour le groupe RDSE. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, tout d'abord, permettez-moi d'avoir une pensée pour les victimes de ce vendredi 13 et leurs familles. Bien sûr, je veux rendre hommage aux forces de l'ordre, au personnel médical, aux services publics, mais aussi à tous nos concitoyens qui ont fait preuve de solidarité de façon très spontanée. Je n'imaginais pas passer du Congrès de Versailles à cette proposition de résolution au Sénat sans transition et sans quelques mots de soutien et d'humanité. Dans 2 semaines, la France accueillera la 21e conférence des parties de la Convention des Nations Unies sur le changement climatique. La COP21, nouvelle étape de la réponse mondiale aux défis climatiques, est en effet très attendue. Le dernier rapport du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat confirme le réchauffement climatique et son origine en grande partie humaine. Nous en connaissons les dangers immédiats ainsi que les risques futurs. La multiplication des aléas météorologiques et l'élévation du niveau des mers entraîneront des bouleversements irréversibles sur l'environnement qui engendreront à leur tour des fléaux humanitaires tels que l'aggravation de l'insécurité alimentaire et les migrations environnementales, augmentant les risques de conflictualité.
J'ajouterai, en tant que membre de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes, que ce sont souvent les femmes qui sont les premières victimes des changements climatiques, comme nous l'a fort bien expliqué notre collègue Chantal Jouanneau. Il n'est pas trop tard pour éviter le pire, d'autant que c'est l'ensemble de la communauté internationale qui reconnaît aujourd'hui la nécessité d'agir plus fermement et sans tarder pour limiter le réchauffement mondial à 2 degrés d'ici 2050. Face à ce défi universel, on peut donc déjà se réjouir d'une volonté mondialement partagée. Par conséquent, la COP21 peut et doit réussir. Dans cette perspective, plusieurs principes doivent fonder cet accord. La proposition de résolution que nous examinons aujourd'hui les a intégrés dans ses considérants, en rassemblant de façon très complète tous les enjeux qui sous-tendent le changement climatique. Je salue à cet égard l'initiative du Sénat qui a fait un excellent travail d'analyse et de prospective au sein des différents organes saisis sur ce sujet. Le premier principe sur lequel je souhaitais revenir, c'est l'universalité des engagements. Comme je le disais à l'instant, on s'y achemine par une prise de conscience généralisée qui se concrétise aujourd'hui par une croissance du nombre d'engagements chiffrés de réduction des émissions carbone. Je rappellerai que seulement 35 pays industrialisés étaient liés par le protocole de Kyoto adopté en 1997. À l'aube de la COP21, 155 pays sur les 195 États partis à la Convention-cadre des Nations unies sur le changement climatique avaient déposé au 30 octobre dernier leur contribution à la réduction de leurs émissions. C'est un bon signe, même si à ce jour, ces contributions aboutiraient globalement à un réchauffement proche de 3 degrés. L'objectif de 2 degrés reste donc toujours à fixer d'ici le 10 décembre. Second principe, l'accord doit être équitable. Les conséquences des changements climatiques doivent être traitées par tous, puisqu'elles nous touchent tous. Mais on ne peut pas ignorer que la première responsabilité incombe aux pays développés, qui ont une dette carbone à l'égard des pays en développement et des pays les moins avancés. C'est le sens du fameux principe de responsabilité commune mais différenciée qu'il faut réaffirmer et surtout appliquer par des engagements financiers fléchés vers ceux qui en ont le plus besoin. La réussite de la COP21 dépendra des garanties qui seront mises sur la table pour abonder le fonds vert. L'objectif de 100 milliards de dollars d'ici 2020 devrait être concrétisé. La question reste cependant entière pour l'horizon post-2020, mais c'est demain. Ensuite, l'accord doit être contraignant. Il ne s'agit pas de mettre en œuvre des mécanismes de sanction, mais de s'accorder sur des outils de contrôle incitant aux bonnes pratiques. C'est le souhait de l'Union européenne et au sein de celle-ci, le vœu de la France. Le président de la République l'a souligné à Malte la semaine dernière en réponse aux propos du secrétaire d'État américain John Kerry. En tout cas, j'ose espérer, Madame la Ministre, que la diplomatie active qui est menée depuis quelques semaines pour parvenir à un accord très engageant viendra à bout des quelques résistances manifestées sans complexe par ceux qui, en outre, sont les plus grands émetteurs de gaz à effet de serre. Enfin, mes chers collègues, je terminerai sur le rôle des territoires que le Sénat a souhaité, conformément à sa vocation, inscrire au cœur des négociations sur le climat. Les territoires sont en effet un échelon pertinent de la politique environnementale. Comme cela est démontré dans le rapport de la délégation aux collectivités locales, celles-ci ont depuis longtemps en France décliné le concept de pensée globale, agir local. Elles n'en sont pas, heureusement, restées passives en attendant que les États nationaux dépassent le cap des tergiversations. Nos collectivités doivent continuer leur transition énergétique tout en transmettant leur expertise aux pays en voie de développement par le biais de la coopération décentralisée. Mais pour cela, pour qu'elles restent exemplaires, il faut qu'elles aient les moyens de leur politique. Sans vouloir ouvrir un débat
que nous aurons ici même demain soir le rabotage régulier de leurs dotations oblitère leur capacité d'investissement. En attendant, mes chers collègues, la première urgence est de parvenir à un accord sur le climat, engageant la responsabilité des États, au premier rang desquels les pays développés, qui ont un devoir de réparation. Les réunions tenues en amont à Paris la semaine dernière, avec plusieurs ministres de l'Environnement et de l'Énergie, ont envoyé de bons signaux. Il nous reste à souhaiter que toutes les intentions récoltées se transforment en actions responsables et solidaires au bénéfice de l'humanité tout entière. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Ronan Dantec pour le groupe écologiste. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, Monsieur le Président de la Commission du développement durable, mes chers collègues, et vous avez été très nombreux à travailler sur cette proposition de résolution, je devais dans ces quelques minutes souligner plusieurs points clés de cette résolution que le groupe écologiste soutient pleinement. Je voulais notamment remercier le rapporteur Jérôme Bignon pour nous avoir proposé un texte qui dit clairement notre opposition collective à la poursuite des subventions aux énergies fossiles en France. Un symbole fort alors que ce sont toujours 10 millions de dollars par minute qui sont investis de par le monde dans ces choix énergétiques du charbon et du pétrole, investissements qui sont en train de priver d'avenir les jeunes générations de notre planète. Par cette résolution, nous disons donc par exemple de manière unanime notre refus de tout soutien public à la recherche sur les gaz de schiste. C'est une avancée, ou en tout cas un réel éclaircissement dans cet hémicycle. Je voulais aussi, bien sûr, rappeler les mentions dans cette résolution sur le rôle des collectivités territoriales, ça a été évidemment dit avant moi, et il était important que le Sénat réaffirme que sans cette approche territoriale, il est totalement impossible d'atteindre les objectifs mondiaux de réduction des émissions de gaz à effet de serre. C'était le message du sommet mondial climat et territoire, message soutenu par bon nombre des principaux acteurs non étatiques mondiaux, et donc pas seulement par les réseaux de collectivités territoriales. Et en tant que coprésident de ce sommet, je ne peux que me féliciter que notre message soit ici renforcé. Mais depuis vendredi soir, recevoir la conférence climat à Paris a pris d'autres dimensions. Je voudrais ici, comme d'autres avant moi, m'incliner devant les victimes de la barbarie, souvent de jeunes adultes, de jeunes parents. Nous devons à ces jeunes générations de mettre toute notre énergie pour bâtir un monde apaisé, un monde de sécurité où l'avenir est ouvert à tous. La protection des personnes ne pourra jamais être garantie seulement par des lois de sécurité, aussi justifiées soient-elles. Sans action résolue sur toutes les causes des désagrégations sociales qui sont le terreau du fanatisme et de la barbarie, alors nous ne pourrons y arriver. J'ai déjà eu l'occasion de rappeler dans cet hémicycle qu'il était impossible d'expliquer l'émergence et le renforcement de Boko Haram sans les sécheresses et les migrations autour du lac Tchad. C'est une situation parfaitement documentée et décrite dans ces mécanismes. On ne peut pas non plus perdre de vue les sécheresses à répétition dans la période 2006-2010 en Syrie, qui ont provoqué un exode rural massif, fragilisant la société syrienne. On parle d'1 million de personnes déplacées. Aussi, redisons-le ici une nouvelle fois, sans accord ambitieux à Paris, crédibilisant un scénario de stabilisation du climat sous les 2 degrés d'augmentation, il est totalement illusoire de penser que nous pourrons construire au XXIe siècle un monde de paix, quels que soient les moyens militaires déployés. Le monde du dérèglement climatique est un monde de migration massive, de foyers terroristes, soyons-en parfaitement conscients. La COP21 peut être l'occasion pour le monde civilisé, à travers ses dirigeants, de venir témoigner à Paris de leur soutien à un pays meurtri. Mais s'ils ont pris la totale mesure de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, alors ils viendront d'abord à Paris avec des propositions réévaluées de réduction des émissions de gaz à effet de serre de leur propre pays, avec des engagements financiers crédibles pour accompagner le développement, l'accès à l'énergie et à l'éducation. Car redisons-le avec force, c'est bien le sous-développement et la faiblesse des systèmes éducatifs qui sont le terreau de l'obscurantisme, de ces sentiments d'injustice
que des forces terroristes manipulent au service de leur fanatisme barbare. Sur cette question du financement, nous ne pouvons d'ailleurs qu'être déçus et inquiets des très faibles avancées du G20. Je sais, Madame la Ministre, que vous suivez avec grande attention ces questions. Faibles avancées, faibles engagements au G20 qui augurent mal des négociations de la COP sur ce point. Or, sans crédibilité des propositions des pays riches sur le financement du développement et de l'adaptation, il y a un vrai risque d'absence totale d'accord à Paris. C'est d'ailleurs probablement, et je me tourne vers Hervé Maurey qui nous représente à l'IUP, c'est d'ailleurs peut-être le message d'urgence que les parlementaires du monde entier doivent passer à leur gouvernement pour justement les remobiliser sur cette question du financement. C'est un message que l'IUP pourrait passer dans cet hémicycle en plein milieu de la COP 21. Répondre aux enjeux climatiques n'est possible sans s'appuyer sur les dynamiques des acteurs non étatiques, associations, entreprises, collectivités. C'est l'une des forces de cette COP 21, à travers l'agenda des solutions, le Lima Paris Action Agenda, de rappeler que l'action concrète est le socle de la réponse aux défis climatiques. Au sommet de Lyon, justement, nous avions mis sur la table 1,5 gigatonnes d'engagement avant 2020 de la part des collectivités territoriales du monde, et ça n'est pas rien. Nous sommes, je vous l'avoue, Madame la Ministre, inquiets concernant le maintien à Paris de cette dynamique. Nous comprenons bien sûr les impératifs de sécurité qui s'imposent aujourd'hui aux autorités françaises, mais cela ne doit pas empêcher que s'expriment ces volontés d'action. Et nous sommes évidemment à la disposition du gouvernement pour étudier le bon équilibre. Il faut garder cet équilibre à Paris entre l'engagement des États et les dynamiques des acteurs non étatiques si nous voulons crédibiliser un scénario de stabilisation du climat. De même, et nous avons évidemment l'occasion souvent d'en parler avec le gouvernement, il faut des avancées réelles à Paris sur le rôle des collectivités territoriales, sur le fait de les associer à la gouvernance du climat, même si évidemment le cadre de base de la COP, des COP, c'est la négociation entre États. Il faut faciliter l'accès au financement pour les collectivités territoriales, notamment celles du Sud. Ce sont des enjeux majeurs du texte qui doit sortir de Paris. Ce soir, la Tour Eiffel scintille en bleu, blanc, rouge. Dans quelques jours, elle sera à nouveau aux couleurs de la COP et de la défense du climat, notre précieux bien commun. On la représente aujourd'hui comme un phare dans la nuit de l'obscurantisme. Demain, alimentée en énergie renouvelable, elle devra éclairer la voie pour un monde stoppant le dérèglement climatique et stabilisant par là même un XXIe siècle qui ne doit pas se résoudre au tragique, et dire avec force que coopération et responsabilité individuelle et collective sont nos moteurs pour donner son sens à ce si beau mot de fraternité. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Jacques Cornano pour le groupe socialiste et républicain. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, aujourd'hui, devant le Parlement réuni en Congrès, le Président de la République a réaffirmé que la COP 21 sera maintenue malgré les événements dramatiques de ces derniers jours, et c'est ce que nous pouvions espérer de mieux, car c'est une nécessité. En effet, lors de ce sommet, les pays du monde entier se tiendront debout ensemble à Paris pour réaffirmer que non seulement ils veulent vivre ensemble dans un monde libre et démocratique, mais qu'en plus, ils veulent bien vivre ensemble, œuvrant ainsi en pleine conscience sur la nécessité d'agir contre le réchauffement climatique. En préparation de la conférence de Paris, le Sénat, à l'initiative que je salue du président Larcher, s'est mobilisé afin de contribuer activement à la réflexion et aux négociations. Cette mobilisation a pris de nombreuses formes et la Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable a été chargée de la coordination des différents travaux menés par les commissions et les délégations du Sénat. Ainsi,
À la faveur du caractère transversal de la problématique, la Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, en accord avec la délégation à l'outre-mer, a confié à mon collègue Jérôme Bignon et moi-même, après la mise en place d'un groupe de travail, la rédaction d'un rapport relatif à la biodiversité des Outre-mer face aux enjeux du changement climatique. Nous avons choisi systématique la biodiversité, les énergies renouvelables, l'eau, une ressource en voie de raréfaction, la préservation et la gestion des risques, l'éducation au développement durable, pour donner une visibilité propre aux DROM-TOM, départements et régions d'outre-mer, dans le débat sur les conséquences du changement climatique. Les conclusions et propositions du rapport viendront, nous l'espérons, nourrir la proposition de résolution qui est discutée ce soir. Car, nous l'avons répété, les Outre-mer ne doivent pas être les oubliés, possédant 80% de la biodiversité, aussi avec une superficie de 11 035 000 km², la France possède avec les Outre-mer la deuxième plus grande zone exclusive du monde après les États-Unis. Notre rapport a privilégié une approche territoriale en adéquation avec la mission constitutionnelle du Sénat et nous avons concentré notre réflexion sur l'adaptation au dérèglement et au réchauffement climatique des politiques publiques menées dans nos Outre-mer, tout en mettant l'accent sur les projets innovants ou emblématiques. Nous pensons en effet que le modèle linéaire extraire, produire, consommer, jeter arrive nécessairement à son terme et nous croyons fermement qu'il est impératif de faire évoluer le schéma vers une économie circulaire fondée sur le principe que les déchets des uns peuvent devenir la matière première des autres. La valorisation énergétique des déchets constitue une des applications de l'économie circulaire, car elle offre notamment des énergies de substitution aux énergies fossiles. Nous l'avons vu avec mes collègues à Saint-Barthélemy. Elle pourrait contribuer de manière très significative aux objectifs de réduction du CO2. En effet, une tonne de déchets ménagers peut produire 700 kWh d'électricité. Cela permet de prendre toute la mesure du potentiel de cette source d'énergie. La COP21 doit donc s'inscrire dans un mouvement structurel de transformation de nos modèles de production et de consommation. Pour cela, nos territoires ultramarins, en dépit de leur grande vulnérabilité liée à une exposition accrue aux risques naturels et aux conséquences du changement climatique, constituent une énorme chance pour la France, une chance pour notre pays d'apporter une contribution majeure aux recherches et expérimentations menées en matière de lutte contre le changement climatique et d'adaptation à ces évolutions. Et ceci est vrai dans tous les domaines. Par exemple, l'agriculture, par l'adoption de modèles agricoles plus résilients, le développement du jardin créole, qui permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre, cher au docteur Henri-Joseph de Phytobocase et Osier Lafontaine de l'INRA, les énergies renouvelables, solaires ou marines et la valorisation des déchets, je pense notamment à la gestion de la biomasse. Aux recherches en matière de phytopharmacopée, l'exemple des sargasses est probant en la matière. En effet, les conclusions du groupe de travail sargasses ont démontré l'étendue de leur potentiel de valorisation, en particulier en pharmacologie et pour l'industrie cosmétique. L'adaptation des espèces végétales ou animales, les dispositifs de sauvegarde des populations et la mise en place de réseaux d'aide régionales lors de catastrophes naturelles, pour ne citer que cela. Les projets innovants et les réalisations foisonnent dans nos Outre-mer et nous les avons mis en exergue dans notre rapport. Aussi, nous avons pris le soin d'étudier les politiques publiques menées en matière de coopération décentralisée.
Notre groupe de travail, avec la contribution des meilleurs experts, a pu identifier la problématique centrale qui est celle de la sauvegarde et de la valorisation des biodiversités ultramarines. Le tout dans le respect de la diversité culturelle, car les ultramarins connaissent bien et respectent leur territoire, et nous ne réussirons à impliquer fortement les territoires qu'en sensibilisant leur population. Il y a donc une dimension éducative de première importance. Pour conclure, et comme c'est très bien formulé dans l'exposé des motifs de la résolution, je me permettrai d'en reprendre les termes. La COP21 est le moment de mettre toute l'humanité en marche pour sa survie, États, citoyens, société civile et territoires, et fort du rapport que nous avons présenté, je peux vous l'affirmer, les Outre-mer sont en ordre de bataille pour relever le défi climatique. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Jean-François Husson pour le groupe Les Républicains. Bon, un petit coup. Merci. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, comment peut-on encore douter du rôle déterminant des territoires dans la lutte contre le changement climatique? C'est par cette élémentaire interrogation que je souhaite débuter. Le territoire, cette expression pourtant simple, recouvre deux acceptions. La première, fruit de son étymologie, désigne la terre et les ressources qui lui sont attachées, ressources dont l'homme ne s'émancipera jamais. La seconde acception, plus moderne, désigne le territoire sur lequel s'exerce une administration, un pouvoir, une souveraineté. La réponse au changement climatique se trouve donc précisément ici. Il faut que les pouvoirs publics, États, collectivités territoriales, acteurs s'emparent à nouveau des enjeux de l'aménagement du territoire. Parce qu'aménager un territoire, c'est organiser la place de l'homme dans son environnement, c'est aussi réfléchir à la répartition des lieux de production et des lieux résidentiels, c'est en rationaliser les transports et c'est enfin encadrer l'exploitation des ressources. Avant de m'attarder sur les moyens que nous devons mobiliser et donc participer à l'échange que nous propose d'avoir notre collègue Jérôme Bignon, il me faut revenir sur le postulat de départ auquel ensemble nous devons souscrire. La période 1983-2012 fut probablement la période de 30 années consécutives la plus chaude des 1400 dernières années dans l'hémisphère nord. Cette affirmation, c'est celle qui se trouve en propos liminaire du 5e rapport du GIEC. Or, si de tout temps le climat a évolué au gré de causes naturelles plus ou moins fortes, qu'il s'agisse de l'activité solaire, de variations orbitales de la Terre, de l'activité volcanique ou de déplacement des continents, nous pouvons affirmer, sur la base d'un large consensus au sein de la communauté scientifique, que pour la première fois, les activités humaines participent au réchauffement climatique. Pour être tout à fait précis, les activités humaines viennent renforcer un phénomène naturel de telle manière que nous observons aujourd'hui une accélération du réchauffement des océans et des zones terrestres. Certes, il n'est pas possible de dire quelle est la part exacte du réchauffement climatique anthropique dans le réchauffement climatique. Pour autant, nous avons suffisamment d'éléments pour dire que les émissions de gaz à effet de serre d'origine humaine participent très largement à ce réchauffement climatique, de telle sorte que nous avons aujourd'hui encore la possibilité de contenir ce réchauffement climatique. J'en profite pour dire un mot sur le niveau de confiance que nous pouvons accorder aux travaux scientifiques conduits par le GIEC. Le GIEC qui a dû essuyer de vives critiques par le passé, notamment du fait de sa structure intergouvernementale, mais également du fait du caractère insuffisamment nuancé de ses conclusions. Aujourd'hui, le 5e rapport du même GIEC se montre plus précis qu'il ne l'a jamais été, chacun des résultats faisant l'objet d'une évaluation de telle sorte que certains d'ailleurs se trouvent largement pondérés. Nous pouvons donc nous entendre sur un premier constat simple qui ne stigmatise aucun pays ni aucune industrie ou secteur d'activité. L'homme accélère le réchauffement climatique par les rejets de gaz à effet de serre consécutifs à ses activités, vapeur d'eau, dioxyde de carbone, méthane, protoxyde d'azote ou ozone, auxquels il faut ajouter ce que l'on appelle les hydrocarbures halogénés. Mais au-delà des niveaux d'émission de ces différents gaz à effet de serre,
se pose un autre problème connexe et sans doute plus palpable pour nos concitoyens, celui des polluants atmosphériques et de la détérioration de la qualité de l'air. J'ai eu l'honneur de présider cette année la commission d'enquête sur le coût économique et financier de la pollution de l'air, qui a débouché sur l'adoption à l'unanimité d'un rapport présenté avec ma collègue Leïla Aïchi. Au terme de ce rapport, nous avons formulé 61 propositions qui touchent aussi bien l'évaluation ou la prévention de la pollution de l'air que des solutions pour endiguer ce phénomène. Mais nous sommes d'abord partis d'un constat édifiant. Le coût économique et financier annuel pour la France de la pollution de l'air dépasse les 100 milliards d'euros. Or, à bien des égards, le phénomène de la pollution atmosphérique doit être analysé concomitamment avec la problématique plus vaste des émissions de gaz à effet de serre. Ces deux phénomènes ont une origine commune, les activités humaines au sens large, avec des responsabilités partagées également par trois secteurs d'activité, les transports, l'industrie et l'agriculture. Des secteurs qui sont à la fois émetteurs de CO2, qui favorisent le réchauffement climatique anthropique, et en même temps émetteurs de polluants atmosphériques, dont les particules fines qui ne sont pas sans conséquences sur la santé humaine, certaines étant même cancérigènes. Les réponses que nos territoires devront apporter au réchauffement climatique auront donc un certain nombre de points communs avec celles qu'il faudra apporter à la pollution atmosphérique. Pour en revenir aux territoires, un mot d'abord sur les territoires de nos partenaires internationaux que nous accueillerons à partir du 30 novembre. Je souhaiterais évoquer plus particulièrement le financement de la lutte contre le changement climatique et plus particulièrement les aides que les pays riches ou en transition peuvent apporter aux pays les moins avancés. Pour davantage de précision, je ne peux que recommander la lecture du rapport d'information de nos collègues Fabienne Keller et Yvon Collin au titre évocateur « Financement climat, n'oublions pas les pays les plus pauvres ». Comme mes collègues, je souscris à l'idée selon laquelle il n'y aura pas de lutte efficace contre le changement climatique si nous ne disposons pas d'un outil financier qui permette de mener des actions dans les pays les moins développés. Aujourd'hui, il est quasiment impossible de leur demander des efforts tant qu'ils n'auront pas amorcé leur transition économique. Je ne saurais donc dire si les 100 milliards de dollars annuels sont absolument suffisants. Je ne saurais dire également si la France, à l'instar d'autres pays développés, possède aujourd'hui les moyens de mener la diplomatie écologique qu'elle espère développer. Aussi, je souscris à l'idée de trouver des ressources exogènes pour le financement de la lutte contre le changement climatique, ressources qui peuvent être le produit d'une taxe sur les transactions financières, mesure politiquement délicate, ou bien provenir du marché européen de carbone, dont les potentialités seront plus modestes. Aussi, et compte tenu des blocages qui subsistent dans les négociations sur ce problème spécifique du financement de la lutte contre le réchauffement climatique dans les pays les moins développés, je ne me prononcerai pas à cet instant sur les équilibres financiers qui doivent être trouvés. Je voudrais maintenant insister sur la situation dans le Pacifique. Et pour ce faire, je m'exprimerai portant la voix des préoccupations exprimées par mon collègue Robert Laufoulou, qui, parce que victime d'un léger malaise tout à l'heure, ne pourra pas s'exprimer devant vous à cet instant. Avec une montée des eaux même modérée, de nombreuses îles du Pacifique seront englouties, tandis que les autres seront amenées à revoir leur organisation traditionnelle qui a toujours privilégié jusqu'à présent la fixation de la population sur les côtes, près des palétuviers pour le ramassage des coquillages, des récifs pour la pêche, des taraudières pour l'alimentation. C'est donc un déplacement important de personnes qu'il faut envisager. La population de Wallis et Futuna est sensibilisée à la montée des eaux, car si elle a toujours connu des tsunamis et des cyclones, ces phénomènes extrêmes se multiplient. Et durant ces 2 dernières décennies, des côtes ont été inondées, entraînant l'évacuation provisoire de villages. Depuis ces drames, les chefs de village ont aménagé des accès pour évacuer les habitants dès le déclenchement des sirènes. Un autre problème qui menace Wallis et Futuna est la question de l'eau douce. La préservation de la nappe phréatique face à la montée du niveau de la mer est quasiment impossible. Le secteur primaire sera le premier à en souffrir. Par exemple, les taraudières disparaîtront car l'eau de mer se substituera à l'eau douce. Ainsi, outre le déplacement
des populations vers les parties hautes de nos îles, la submersion des côtes aurait des effets dramatiques sur la fragile économie des îles océaniennes. À Wallis comme à Futuna, il existe plusieurs points hauts. Mais que dire de Tuvalu, Kiribati, Marshall, Tokelau, qui sont à moins d'1 mètre au-dessus du niveau de la mer? Ces États sont condamnés à disparaître. Face à cet engloutissement qui semble inéluctable, Kiribati a ainsi acheté 2400 hectares de terre à Fidji. D'autres propositions de rapprochement apparaissent, avec l'idée récurrente que les populations des îles les plus menacées devraient, au nom de la proximité culturelle et géographique, être prioritairement accueillies dans la zone, donc dans les îles disposant de terres en hauteur. Cette idée, certes généreuse et que nous avons vu germer dans des rapports d'organismes publics français, n'en serait pas moins déstabilisatrice, et nous insistons à cet instant auprès du gouvernement pour que la France ne prenne aucun engagement d'accueil de migrants climatiques dans ses collectivités d'outre-mer sans avoir sollicité l'accord préalable des dites collectivités. Quoi qu'il en soit, les solutions régionales, les rapprochements, les rachats de terres ne sauraient exonérer les grandes nations industrialisées de leurs responsabilités. Les îles et archipels du Pacifique doivent porter ensemble le combat contre l'émission des gaz à effet de serre et tenter de convaincre les pays grands producteurs de CO2 de leur nécessaire solidarité à l'égard des îles dont ils menacent l'existence même par leur développement économique. La demande de compensation portée par les gouvernants des îles du Pacifique est légitime. Mais pour que les petits territoires océaniens se fassent entendre face aux géants producteurs de CO2, Chine, États-Unis, Inde, ils doivent aussi compter sur l'appui de grands acteurs internationaux comme la France, puissance du Pacifique par le biais de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et de Wallis et Futuna. La volonté de notre pays de faire réussir la COP21 à Paris à la fin de l'année est un atout sur lequel les îles océaniennes doivent s'appuyer pour faire comprendre au monde que la montée des océans concerne toute l'humanité, car ce qui menace les îles du Pacifique maintenant pourrait menacer demain bien d'autres régions du monde si rien n'était fait. Un dernier mot, enfin, sur nos territoires de la France métropolitaine et sur le retour d'une nécessaire et véritable politique d'aménagement du territoire, chose que nous n'avons pas vue depuis un certain temps, et je pense plus particulièrement à l'époque des Trente Glorieuses. Certes, des réflexions sont menées, des plans ou des schémas élaborés et des infrastructures construites. Pour autant, je note que les pouvoirs publics ne veulent pas refonder les paradigmes qui fondent notre politique d'aménagement du territoire. L'apport des nouvelles technologies de l'information et de la communication n'est pas appréhendé. La question du volume des déplacements des personnes est trop marginalisée lorsqu'elle n'est pas parfois ignorée par les véhicules législatifs, qu'il s'agisse d'ailleurs des lois Grenelle ou de la loi de transition énergétique. La valorisation des ressources, enfin, est trop absente de nos réflexions économiques. Enfin, nous ignorons, parce que nous comprenons trop mal cette mondialisation des échanges, que les territoires ont vocation à conserver autant que possible une autonomie énergétique, concept qui ne sera que renforcé par le développement des énergies renouvelables et de l'économie circulaire. Pour conclure, je souscris pleinement à l'esprit qui a présidé à la conduite des travaux de ce groupe de travail sur les négociations climatiques présidé par notre collègue Jérôme Bignon. Oui, la diplomatie environnementale est importante. Oui, il est temps que des mécanismes internationaux de vérification et même de sanctions soient enfin élaborés. Oui, et enfin, il nous faut un accord à Paris pour le 11 décembre. Je vous remercie. Oui, la parole est à Monsieur Hervé Poher pour le groupe socialiste et républicain. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, il n'est pas facile de parler du raisonnable quand on vient d'être confronté à l'horreur.
comme il n'est pas facile de parler d'intelligence collective quand on nous impose l'image de l'obscurantisme. Et c'est bien difficile, mais, comme l'a dit le président de la République tout à l'heure, parler de l'avenir de la planète et l'avenir de l'homme, c'est aussi montrer que les barbares ne peuvent pas gagner. Et puisqu'on est là pour parler du climat et d'avenir, parlons-en. Les scientifiques ont parlé, les experts ont confirmé et les inquiétudes se précisent. Dans ce domaine-là, comme dans d'autres d'ailleurs, on ne peut pas ne pas savoir, on ne peut pas ne plus savoir que le climat est en train de changer. Et pour les simples citoyens alertés que nous sommes, 4 évidences s'imposent. Première évidence, dans toute l'histoire de l'humanité, rares sont les périodes où l'homme a osé faire le bilan de son passé pour définir un véritable chemin pour son avenir, sachant pertinemment que cet avenir dépendait de lui et presque entièrement de lui. Je ne vois que 2 périodes porteuses de telles interrogations. Dans la décennie après 1945, quand l'humanité a réalisé les dégâts possibles d'un emballement nucléaire. Du coup, on a inventé la dissuasion nucléaire. Et après 1980, quand quelques scientifiques ont osé poser la question « Ne sommes-nous pas responsables, sans le savoir, de certains phénomènes ?» Le sans le savoir est important, car on admet que l'ignorance peut, pour beaucoup, excuser certaines choses, mais aussi que la certitude peut, pour quelques-uns, rendre inexcusable. Deuxième évidence, le processus est en marche. Il n'y a pas besoin d'écouter les radios pour le découvrir, pas besoin d'être spécialiste pour s'en apercevoir. Et n'importe quel observateur de bonne foi vous avouera qu'un événement centennal a une fâcheuse tendance à devenir décennal, qu'un événement décennal a la curieuse tendance à devenir annuel, et qu'un événement annuel exceptionnel a la mauvaise habitude de devenir un classique hivernal. De plus, la forme même de l'événement climatique tend à se modifier. Le nord de la France, dont je suis originaire, était habitué depuis des siècles à des pluies fines continues, voire au crachin breton. Mais depuis quelques années, et de plus en plus fréquemment, nous pouvons parfois jouir de bonnes pluies de type tropical. Seul problème, c'est que notre aménagement du territoire et notre aménagement de l'espace ne sont pas prévus pour ce type de précipitations. Et nous vivons là-haut, au nord de la France, dans des polders, dans la zone des Watringues, nous qui sommes juste au niveau, ou bien souvent sous le niveau de la mer. Nous sommes de plus en plus préoccupés par le fonctionnement de nos pompes qui rejettent l'eau à la mer. Et notre territoire ne vit que parce qu'il y a des canaux, des fossés, des écluses et des pompes. De plus, nous sommes devenus des spécialistes de la CatNat, les dossiers de catastrophes naturelles. Et il nous arrive même, à l'occasion de travaux, de faire poser des caniveaux de montagne pour absorber les trop-pleins d'eau. Imaginez, Madame la Ministre, des caniveaux de montagne dans le plat pays. Quel paradoxe! C'est vrai que cette problématique ne touche que 450 000 personnes. Et c'est une problématique moins aiguë et potentiellement moins dramatique que dans d'autres régions du monde. Mais ça nous rappelle simplement que nous ne sommes pas à l'abri de certains incidents. Troisième évidence, l'homme n'est pas programmé socialement et psychologiquement pour faire du préventif. Il ne faut pas en avoir honte, c'est comme cela. Très naturellement et sans doute très inconsciemment, l'homme se dit qu'il passera toujours à côté. Alors le préventif, on le laisse pour les autres. Et on fait du curatif quand malheureusement on en a besoin. Or, vous le savez, le tout curatif, ça ne marche pas toujours. Et parfois, on risque d'avoir des séquelles, dans le sanitaire, dans l'environnement et dans d'autres domaines d'ailleurs. Et cette inaptitude à faire du préventif caractérise les hommes, mais aussi parfois les structures et les collectivités. D'ailleurs, quatrième évidence, la solution sera collective et j'oserais rajouter ou ne sera pas. Les nuages n'ayant pas de frontières, les vents n'ayant pas de maître et les poisons étant souvent invisibles. Et cette dynamique collective, cette volonté collective et cette destinée collective, tout cela est en train d'être imaginé, tout cela est à construire, tout cela est à imposer comme une évidence parce que c'est une évidence.
Et nous remercions tous le Président de la République et le gouvernement pour l'engagement et le volontarisme dont ils font preuve. Et quand on dit collectif, cela veut bien signifier nation, citoyen, force économique, force politique, force spirituelle, collectivité et individu. Tout le monde dans une dynamique collective, car on n'a pas vraiment le choix. Aussi, permettez-moi d'être franc. Dans ce domaine-là, on a encore beaucoup de convictions à faire partager. Pas seulement avec certains gros pollueurs, pas seulement avec certains États, mais aussi avec beaucoup de responsables et de décideurs dans notre propre pays. Vous le savez, tout le monde ne croit pas à la troisième révolution industrielle. Tout le monde n'a pas la même définition de l'urgence. Et certains élus utilisent encore les termes développement durable comme on utilise de la confiture, pour badigeonner d'un peu de couleur et pour se donner un peu de goût à leur dossier. Mais ils n'y croient pas vraiment, et d'autres priorités s'imposent à eux. Et là, vous avez encore beaucoup de travail sur le métier, sachant que l'on ne peut pas se passer de tous ces acteurs, de tous ces relais, de toutes ces collectivités, de toutes ces ONG qui sont sur le terrain et qui savent aussi inventer, créer et avancer. Madame la ministre, chers collègues, la première chose qu'on apprend quand on est étudiant en médecine, c'est un réflexe intellectuel. Signe, diagnostic, traitement, avec une démarche bien établie pour faire le diagnostic. Or, notre Terre n'est pas en grande forme. Certains voudraient nous faire croire qu'elle est un peu hypocondriaque. C'est faux, la Terre n'est pas une maladie imaginaire. Les signes sont de plus en plus évidents depuis quelques décennies. Les examens cliniques et paracliniques ne font que confirmer le mal et l'origine du mal. Reste à persuader la malade qu'elle doit se soigner, qu'elle peut se soigner, qu'elle peut limiter les séquelles et qu'elle doit être désormais plus prudente et plus raisonnable. Cela semble une évidence pour nous tous, mais on sait, en médecine du moins, que les malades sont parfois plus difficiles à combattre que les microbes. Merci. Merci. La parole est à Madame Annick Girard, secrétaire d'État chargée du développement et de la francophonie. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, vous avez fait le choix de reporter à ce soir l'examen de la proposition de résolution déposée par le sénateur Bignon dans un contexte pesant et dramatique qui a choqué l'ensemble des Français et la communauté internationale, et juste après le Congrès où nous étions tous. Ce choix, je veux le saluer car il montre que rien, et encore moins la barbarie terroriste, que rien n'ébranle les institutions de la République. C'était le sens du discours empreint de gravité tout à l'heure du président de la République devant le Congrès. Malgré le deuil que nous portons tous, malgré la douleur et nos pensées permanentes pour les victimes et leurs familles, la République est debout. Et notre République s'apprête aujourd'hui à accueillir ce grand rendez-vous international sur le climat, la COP21. Ce grand rendez-vous, bien sûr, il se tiendra. C'est le choix du gouvernement, car c'est une action indispensable pour lutter contre le dérèglement climatique. La COP21 se tiendra avec des mesures de sécurité renforcées pour l'ensemble des participants, mais aussi l'ensemble des Franciliens. Nous sommes bien entendu, avec tous les ministres concernés, en train d'évaluer aujourd'hui le dispositif de sécurité et toutes les mesures nécessaires seront prises pour garantir la sécurité de ce grand rendez-vous. Alors, venons-en à la proposition de résolution en débat ce soir. L'étymologie du mot territoire les place au cœur des questions d'environnement. La Terre, notre planète, c'est bien l'objet qui nous anime dans ces quelques jours qui nous séparent de la COP21. La planète, notre maison commune, et ses habitants, les terriens, se trouvent confrontés, vous le savez, mesdames et messieurs les sénateurs, vous l'avez dit d'ailleurs, à un défi majeur, celui du dérèglement climatique. Cette menace, elle pourrait rendre certains des territoires inhabitables, au sens propre. Par exemple, en effaçant de la surface du globe certaines îles du Pacifique et en créant, par leur nombre croissant, une nouvelle catégorie de réfugiés
les réfugiés climatiques auxquels nous devrons apporter obligatoirement des réponses. Cette menace, si elle se concrétise, si nous n'agissons pas, elle pourrait faire de cette terre qui nous fait vivre grâce à ses richesses, notamment agricoles, un espace inhospitalier, source de conflits, nous le savons, et de crises majeures. La semaine dernière, la Banque mondiale a publié un nouveau rapport inquiétant. Ce rapport évalue à 100 millions de plus le nombre de pauvres vivant sur la planète si nous n'agissons pas, c'est-à-dire si nous échouons à limiter le réchauffement en dessous de 2 degrés. Face à cette menace, la mobilisation de toutes les énergies sera nécessaire. Dans ce contexte, la résolution que vous proposez, Monsieur le sénateur Bignon, met en lumière le rôle des territoires pour la réussite de l'accord de Paris sur le climat. Je veux saluer votre choix, qui, loin de se limiter au constat, appelle à l'engagement de tous les territoires pour la réussite de la COP21. Les territoires sont en effet en première ligne face au dérèglement climatique. Ce sont leurs élus qui, au quotidien, pensent le développement économique, la protection de l'environnement, le bien-être des populations face aux menaces du climat. Cela est valable en France. Oui, Monsieur Poher, cela est valable en France, en métropole comme dans les Outre-mer, où de nombreux territoires font face aux aléas climatiques, comme les sécheresses qui pèsent sur les revenus des agriculteurs, ou la montée des eaux, ou encore, dans des moments plus dramatiques, face aux pluies diluviennes, aux cyclones, qui trop souvent provoquent des dégâts majeurs et malheureusement des pertes humaines. Ces phénomènes devraient s'accentuer avec le dérèglement climatique et les territoires sont donc au cœur d'une mauvaise bande-annonce, celle d'un monde où le chaos climatique s'imposerait. Dans les pays du Sud, le constat est le même et parfois encore plus sévère. La pauvreté est en effet une vulnérabilité de plus qui les accable. Dans les territoires du Sud qui sont les plus exposés aux conséquences actuelles du dérèglement climatique, et je vous le rappelle, des territoires qui ont le moins pollué et où les élus se démènent pour construire un monde sans carbone et sans pauvreté. Mais face à l'érosion côtière au Sénégal, aux menaces de super typhons aux Philippines ou encore aux sécheresses à Niamey ou au Niger, oui, Monsieur Collin, les territoires du Sud vulnérables ont plus que jamais besoin de notre solidarité. Cette solidarité, c'est un des grands enjeux de l'accord de Paris. Car pour la première fois dans l'histoire de ces négociations sur le climat, nous avons l'opportunité d'écrire un accord international qui apporte des réponses concrètes aux victimes du dérèglement climatique. Nous avons la possibilité d'inscrire l'adaptation, c'est-à-dire toutes les mesures qui peuvent aider nos concitoyens à faire face aux conséquences du changement climatique, et de mettre cette question de l'adaptation tout en haut de notre agenda, comme nous le demandent d'ailleurs les pays les plus vulnérables. L'adaptation, c'est une des actions de lutte contre le changement climatique qui ne peut être construite que sur les territoires et avec les territoires, répondant ainsi aux besoins de protéger les populations. Mais le rôle des territoires ne s'arrête pas à jouer les boucliers face aux conséquences du dérèglement climatique. La proposition de résolution que vous examinez aujourd'hui rappelle le rôle central des territoires dans la réduction aussi des émissions de gaz à effet de serre. Parce que c'est dans la plupart des pays, au niveau des collectivités territoriales, que se déterminent les politiques d'aménagement du territoire, d'urbanisme, d'énergie ou de transport. C'est là que les élus doivent prendre leurs responsabilités et s'engager pleinement dans la réduction des émissions de gaz polluants. Cela a d'ailleurs de nombreux co-bénéfices, nous le savons, qu'il s'agisse par exemple de la réduction de la pollution atmosphérique ou encore, dans les pays du Sud, de l'accès aux bassins d'emploi pour les populations pauvres, rendu possible par le développement des transports en commun. Ces engagements, ils sont de plus en plus nombreux. Il faut s'en féliciter. Et c'est notamment pour les territoires que nous avons créé la plateforme Nazca, qui permet de collecter les engagements des territoires du monde entier pour le climat. Lors du sommet des villes et territoires de Lyon, que j'ai eu le plaisir et l'honneur d'ouvrir, de nombreux engagements très concrets ont été pris. J'ai notamment été impressionnée par le travail des États fédérés et collectivités territoriales qui ont lancé la déclaration pour des territoires en dessous de 2 degrés.
Dessinant autour de la Californie, de Bade-Württemberg et de la région Rhône-Alpes, des territoires ou les territoires du futur, fonctionnant aux énergies renouvelables et repensant complètement l'aménagement des zones rurales comme urbaines. Ce rôle central des territoires dans la lutte contre le dérèglement climatique, il mérite reconnaissance et soutien. Cette reconnaissance, la France y travaille depuis de nombreuses années, membre du club des pays, amis des villes, à l'initiative d'un membre de votre Assemblée, à l'initiative donc de M. Ronan Dantec, que je veux ici saluer. Nous avons la possibilité, à Paris, lors de la COP21, de franchir une nouvelle étape dans l'implication des territoires dans la négociation sur le climat. Nous avons en effet lancé l'an dernier, avec Laurent Fabius et Manuel Pulgar-Vidal, le plan d'action de Paris à Lima, qui vise à faire connaître pleinement la contribution des acteurs non gouvernementaux dans la lutte contre le dérèglement climatique. Cette reconnaissance, si les parties de la Convention climat en conviennent, pourrait être effective dès l'an prochain. Les territoires seront bien entendu à l'honneur dans la COP21, vous le savez, avec en particulier un certain nombre de journées, la journée du 4 décembre à l'initiative de la maire de Paris, mais aussi lors de la journée de l'action, le 5 décembre, ou encore le 8 décembre, qui sera largement consacré aux actions et engagements des territoires. De nombreux élus de la ruralité viendront alors présenter leurs engagements. Des alliances comme celle des provinces du Canada, qui ont décidé de travailler avec la Californie et le Mexique pour mettre en place un marché du carbone, seront lancées. Cette reconnaissance sera une première dans l'histoire de la Convention climat. Elle répondra à un grand nombre de propositions contenues dans cette PPR. La ministre de l'écologie, on parlait tout à l'heure de l'exemplarité de la France, la ministre de l'écologie, Ségolène Royal, et la ministre du logement, Sylvia Pinel, ont ainsi entrepris une large mobilisation des territoires dont elles ont rendu compte lors du dernier Conseil des ministres. Certains exemples mérite d'être souligné. Par exemple, la France a ainsi pour objectif de parvenir à 500 territoires à énergie positive sur la croissance verte. Début 2015, c'est donc notre objectif. 212 territoires ont été labellisés. On a un appel pour 1500 projets de méthanisation en 3 ans. Ça a été lancé en septembre dernier. Il y a 58 territoires qui ont été lauréats fin 2014 d'un appel à projet pour les territoires zéro déchet, zéro gaspillage. Et un nouvel appel à projet est annoncé là dès juin 2015. A été annoncé dès juin 2015. Au niveau international, nous avons aussi mené un certain nombre d'actions avec Laurent Fabius. Un appel à projet doté d'un demi-million d'euros a été lancé pour encourager la solidarité et le partage de compétences sur le climat entre les territoires du Nord et les territoires du Sud. La France est le premier pays, ça a été dit tout à l'heure, premier pays au monde à avoir financé, avec l'Agence française de développement, des prêts non souverains pour des collectivités territoriales dans les pays du Sud. Et effectivement, nous avons déjà mis en place un certain nombre de contraintes permettant que l'ensemble de nos actions en faveur des pays du Sud, ou au moins 50%, soient en faveur ou soient des projets climato-compatibles. Alors, notre ambition est de soutenir à travers un certain nombre de projets, un certain nombre d'actions avec l'Agence française de développement, d'ici 2020, plus de 100 villes qui veulent avoir une action de lutte contre le dérèglement climatique. Nous travaillons sur ces projets et je crois que la coopération décentralisée est une des manières les plus efficaces, certains l'ont dit, de démontrer notre solidarité et d'agir pour la planète. Et c'est ça aussi qui est attendu à cette COP21, c'est d'agir concrètement et d'agir concrètement entre 2015 et 2020, puisque je vous rappelle que les décisions et le texte que nous allons négocier, comme l'accord, sera applicable à partir de 2020. Tout ça nécessitera un certain nombre de financements, j'y reviendrai, mais d'ores et déjà, pour s'adapter, pour répondre à ce défi, la France a décidé de modifier ou d'apporter une réforme à ces outils. Et je pense notamment au rapprochement de l'Agence française de développement avec la Caisse des dépôts et consignations, annoncé par le Président de la République, qui permettra d'être davantage à l'échelle. Je pense aussi aux 4 milliards d'euros annoncés par le Président de la République qui permettront effectivement
de renforcer notre politique d'aide au développement et plus particulièrement d'action en faveur du climat. Vous avez évoqué, M. Bignon, M. Madras, M. Guerriau, les Outre-mer. Et moi aussi, je veux ici le faire, les Outre-mer qui subissent également fortement les conséquences du dérèglement climatique, comme chez moi d'ailleurs à Saint-Pierre-et-Miquelon. Mais au-delà de subir ces dérèglements climatiques, ces derniers sont aussi, et vous l'avez dit, une chance pour le monde dans la lutte contre le dérèglement climatique. Parce que la Guyane partage la forêt amazonienne avec le Brésil et le Pérou, parce que la Martinique, la Guadeloupe, la Réunion sont aussi exposés aux cyclones et autres catastrophes climatiques que leurs voisins de la Caraïbe ou de l'océan Indien, parce que la Polynésie est solidaire des États et des atolls du Pacifique. Nous avons donc ensemble le devoir de partager notre ambition, mais aussi surtout nos savoir-faire avec nos voisins dans chaque bassin maritime. Les Outre-mer, je crois que certains ont utilisé ce mot, sont des laboratoires de la lutte contre le dérèglement climatique, tant en matière d'adaptation que d'atténuation. Ces territoires dont la générosité n'est plus à démontrer sont souvent à la pointe en matière d'énergie renouvelable ou de prévention des risques. Ils représentent donc pour les petits États insulaires en développement ce que la France a de plus fort à offrir. La solidarité de l'action, l'unité et la détermination à agir. Et puis, dernière question peut-être sur le financement ou dernière remarque sur le financement, Monsieur Bignon. Oui, il nous faut tenir l'engagement des 100 milliards d'euros par année à partir de 2020. Nous sommes aujourd'hui, chiffre OCDE, à 62 milliards de dollars. La France passera de 3 à 5 milliards de 2015 à 2020. Il faut aussi mobiliser pour être au rendez-vous des 100 milliards le secteur privé, pour qu'il finance aussi l'économie verte. Il faut réorienter bien évidemment les subventions aux énergies fossiles vers le renouvelable. Il faut faire un effort supplémentaire pour les pays pauvres et vulnérables sur l'adaptation. Et puis, il faut que ce fonds vert, qui a été, dont les annonces ont été faites à hauteur d'un peu plus de 10 milliards, soit au rendez-vous des projets ou du financement des projets concrets. On en est aujourd'hui à 8 projets concrets. Je voudrais dire que ce n'est pas toujours une question de financement, mais aussi une question de capacité à monter les dossiers pour pouvoir être sélectionnés dans le cadre du Fonds vert. Donc s'ouvre là toute une autre réflexion sur le soutien aux pays les plus vulnérables. Alors je vais conclure en disant que les territoires français, la France et son gouvernement sont donc déterminés à réussir cette grande négociation de Paris, c'est-à-dire de parvenir à un accord universel, juridiquement contraignant et ambitieux qui permette de maintenir le réchauffement climatique en deçà de 1,5 degré à 2 degrés. J'insiste sur le 1,5, moi qui suis une insulaire, pour rappeler que 1,5, c'est déjà la disparition d'un certain nombre d'îles dans le Pacifique. Cette tâche, elle n'est pas aisée, on le sait tous, mais vous l'avez vu, nous avons déployé, nous avons mobilisé l'ensemble de la diplomatie française. Avec l'ensemble des pays, nous avons dialogué avec la Chine, bien sûr, que nous avons su convaincre pour qu'elle s'engage, avec les États-Unis également, qui s'interrogent aujourd'hui sur la portée contraignante de l'accord de Paris. Cette tâche, nous l'accomplissons partout, avec les grandes puissances de ce monde, mais aussi avec l'ensemble des pays pauvres et des pays vulnérables. C'était l'engagement que la France avait pris, permettre que dans cette COP21, la voix de tous puisse être entendue, y compris la voix des plus fragiles et des plus vulnérables. Je tiens à saluer la mobilisation de l'ensemble des commissions et des délégations du Sénat ce soir sur la question du dérèglement climatique et depuis, bien sûr, de nombreuses semaines ou mois de travail de votre côté également, parce que nous avons tous en commun cette terre, nous l'avons en partage et que nous sommes convaincus du rôle des territoires. Le gouvernement émet donc un avis favorable au vote par le Sénat de cette proposition de résolution. Merci beaucoup. Merci, Madame la Ministre. Bien, chers collègues, nous allons procéder au vote sur la proposition de résolution. Je vous rappelle que la conférence des présidents a décidé que les interventions des orateurs valaient explication de vote.
Je mets donc aux voix la proposition de résolution. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La proposition de résolution est donc adoptée à l'unanimité. Voilà, vous venez de suivre le vote de cette proposition de résolution sur la COP21 adoptée à l'unanimité hier soir par les sénateurs. Une COP21 qui finalement sera maintenue à partir de fin novembre prochain, dans une dizaine de jours à peine, mais sous très haute surveillance. Voilà pour cette séance. Très bonne suite des programmes sur les chaînes parlementaires.